Ma mère a levé son paquet mal emballé devant toute la famille et les quelques voisins invités, son sourire plus tranchant qu'un couteau. Pour ma fille si brillante, un petit guide pour l'avenir, comment ne pas être un échec? Un silence de mort est tombé sur notre petit salon de Marseille, si lourd qu'on aurait pu l'entendre s'écraser au sol. La chaleur de juillet semblait s'être évaporée, remplacée par un froid glacial qui émanait d'elle. Puis, comme un signal, le rire forcé de mon oncle a éclaté, suivi de celui, plus sincère et cruel, de mon frère Hugo. Je suis restée figée, le verre à la main, sentant le regard des invités se poser sur moi, un mélange de pitié et de gêne. Le gâteau du supermarché, posé sur la table basse, me paraissait soudain obscène. J'étais la première de la famille à obtenir une licence, un accomplissement qui aurait dû être une fierté collective. Au lieu de ça, ma propre mère venait de transformer ma célébration en une exécution publique, et personne, absolument personne, n'a osé la contredire. Le malaise était si palpable que les voisins ont commencé à trouver des excuses pour partir, marmonnant des félicitations gênées, tout en évitant mon regard. Mon père, Marc, est resté silencieux, le regard fixé sur son assiette à moitié vide, une statue de lâcheté. Il aimait la paix plus que la justice, et surtout, plus que moi. Ma mère, Sylvie, me regardait avec une satisfaction froide, comme si elle venait de remettre le monde à sa place. Un monde où je n'avais pas le droit de briller plus que son fils adoré. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai senti quelque chose se briser en moi, non pas mon cœur, mais une sorte de chaîne invisible qui me liait à l'espoir de son approbation. Une rage pure, calme et incroyablement lucide a commencé à remplir le vide. Si vous avez déjà vécu une injustice si profonde qu'elle vous a changé en une seconde, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et racontez votre histoire dans les commentaires. J'aimerais beaucoup vous lire, car ce jour-là, je me suis sentie terriblement seule. Plus tard ce soir-là, seule dans ma chambre, le livre était posé sur mon bureau. Sa couverture criarde me narguait, symbole de tout ce que j'avais enduré en silence pendant des années. Ils ne voyaient en moi que la fille studieuse et effacée. Ils ignoraient tout de mes week-ends et de certaines nuits passées à travailler comme serveuse dans un bar du centre-ville. Cet argent, ils pensèrent que je le dépensais en futilité. La vérité, c'est que j'avais secrètement remboursé 4 200 € de dettes de jeu que mon frère Hugo avait accumulées, lui évitant de sérieux ennuis. La vérité, c'est que les 250 € que je versais chaque mois sur leur compte joint, qu'ils prenaient pour une petite participation, couvraient en réalité l'intégralité de leurs factures d'électricité et d'Internet. J'avais sacrifié mon sommeil et ma jeunesse pour maintenir à flot l'illusion d'une famille stable, et mon unique récompense était cette humiliation publique. C'en était trop. En regardant ce livre, j'ai compris que l'amour que j'avais si désespérément cherché n'existerait jamais pour moi. Pour Hugo, il était inconditionnel. Pour moi, il était un fardeau qu'on me reprochait. Cette prise de conscience n'a pas été douloureuse, elle a été libératrice. C'était la fin de la gentille Chloé qui acceptait les miettes. Ils avaient allumé un incendie, pensant que j'allais me consumer. Ils n'avaient pas compris que j'allais utiliser ces flammes pour tout brûler sur mon passage. Ma mère pensait m'avoir mise à terre, m'avoir rappelé ma place. Elle riait avec mon frère dans le salon, le son de leur complicité traversant les murs fins de l'appartement. Mais elle ne se doutait pas une seule seconde de ce que je savais. Elle ignorait que j'avais déjà en ma possession la bombe qui allait faire exploser leur petit monde confortable et mensonger. Une semaine plus tard, tout allait changer. Je me souviens de mes 18 ans. J'avais eu un pull en laine qui gratte, acheté en solde. Pour les siens, Hugo avait eu un scooter flambant neuf, payé avec un crédit que mes parents peinaient déjà à rembourser. Mon père m'avait dit, en me tendant mon paquet, « C'est l'intention qui compte, ma chérie. » L'intention, c'était toujours pour moi. L'investissement, c'était toujours pour lui. Cette injustice n'était pas un événement isolé, elle était le fondement même de notre famille, la règle silencieuse que tout le monde acceptait. Personne ne se demandait jamais d'où venait l'argent qui comblait les trous constants laissés par l'insouciance de mon frère. Il ne voyait que la Chloé discrète, la tête plongée dans ses livres.
Il ne voyait pas la Chloé qui, 3 soirs par semaine, sentait la bière et la friture en rentrant à 2 heures du matin, les jambes lourdes et les mains abîmées par le service dans un bar bruyant du centre-ville. Pour eux, j'étais simplement sage. La vérité, c'est que j'étais épuisée, et mon épuisement payait pour leur confort et leurs illusions. Le scooter n'était que le début de ses folies. Il y a 18 mois, Hugo est tombé dans l'enfer des jeux en ligne. J'ai surpris une conversation téléphonique un soir, une de celles qui vous glacent le sang. Des menaces à peine voilées, une voix grave qui parlait de « patience qui a des limites ». Mon frère, le grand Hugo si sûr de lui, était blanc comme un linge, incapable de prononcer un mot. Il devait 4 200 €, une somme qui aurait fait imploser notre fragile équilibre financier et révéler son vrai visage. Alors, j'ai pris les choses en main. J'ai négocié un plan de remboursement avec cet homme au téléphone, en me faisant passer pour une lointaine cousine. Chaque semaine, je déposais une partie de mon salaire de serveuse dans une enveloppe, que je glissais discrètement dans sa boîte aux lettres. Il n'a jamais posé de questions. Il n'a jamais dit merci. Il a juste recommencé à respirer, et mes parents n'ont jamais rien su de la catastrophe que j'avais évitée. J'ai épongé sa honte avec l'argent de mes nuits blanches. Mon sacrifice n'était pas ponctuel. Il était devenu structurel, une taxe invisible sur ma propre vie. Chaque mois, depuis plus de 2 ans, je virais 250 € sur le compte joint de mes parents. Ma mère appelait ça « ta petite participation », avec un sourire condescendant, comme si je jouais à être une adulte responsable. Elle se vantait auprès de ses amis que son fils, lui, profitait pleinement de sa jeunesse, sous-entendant que je ne savais pas vivre. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette petite participation était calculée au centime près pour couvrir la totalité des factures d'électricité et d'Internet. Sans cet argent, leur télévision resterait éteinte et le Wi-Fi, dont Hugo avait tant besoin pour ses jeux et ses séries, serait coupé depuis bien longtemps. Je finançais leur normalité en secret. J'étais le fantôme qui maintenait les lumières allumées pendant qu'ils me reprochèrent de vivre dans l'ombre. Cette ironie était devenue mon quotidien, un poison lent que je buvais chaque jour, en les regardant vivre leur vie grâce à la mienne. La graine du doute, celle qui allait tout faire basculer, n'a pas été plantée par moi. C'est ma tante Isabelle, la sœur de ma mère, qui l'a semée sans même s'en rendre compte. C'était il y a quelques mois, lors d'un repas de famille dominical. On parlait de la jeunesse, et ma mère, comme à son habitude, me reprochait mon manque de folie. Isabelle a ri. Un rire un peu trop franc, un peu trop chargé de souvenirs. « Oh, laisse-la tranquille, Sylvie. Toi, à son âge, tu étais bien pire. On ne savait jamais avec qui tu rentrais le soir, surtout cette fameuse année avant que tu ne rencontres Marc. » Ma mère est devenue livide. Son sourire s'est figé et elle a changé de sujet si brutalement que tout le monde l'a remarqué. Un froid glacial s'est installé à table. Plus tard, cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Cette année avant que tu ne rencontres Marc. Un simple détail. Un décalage dans le temps qui ne collait pas avec l'histoire officielle de leur rencontre. Un détail qui éclairait soudain le favoritisme pour Hugo d'une lumière complètement différente et terrifiante. Debout dans ma chambre, le livre « Comment ne pas être un échec » posé sur mon bureau comme une pierre tombale sur mes espoirs, toutes ces années de sacrifices silencieux me sont revenues en pleine figure. Chaque euro gagné à la sueur de mon front, chaque mensonge pour protéger Hugo, chaque facture payée en secret, tout ça pour être publiquement désigné comme l'erreur de la famille. L'humiliation n'était pas l'insulte en elle-même, c'était la négation absolue de tout ce que j'avais fait pour eux. Ils ne se contentaient pas de m'ignorer. Ils piétinèrent la personne qui les maintenait à flot. La remarque de ma tante Isabelle, anodine sur le moment, résonnait maintenant comme un coup de tonnerre. Le traitement de faveur, la ressemblance quasi inexistante entre Hugo et mon père, le mensonge évident dans le regard de ma mère ce jour-là, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image monstrueuse que j'avais refusé de voir. Je réalisais que le secret de ma mère n'était pas une simple erreur de jeunesse. C'était le mensonge sur lequel toute notre vie avait été construite. 2 jours s'étaient écoulés depuis la fête.
2 jours de silence pesant, où chaque repas pris en commun était une torture silencieuse. Le livre trônait toujours sur mon bureau, sa couverture criarde comme une insulte permanente. Mon père évitait mon regard. Hugo m'ignorait avec une arrogance feinte, et ma mère agissait comme si de rien n'était, fredonnant en faisant la vaisselle. Cette normalité forcée était pire que des cris. C'était la preuve que pour eux, cet incident n'était qu'un détail, une petite blague sans conséquence. Pour moi, c'était une fracture, la fissure qui s'était enfin transformée en gouffre. J'avais passé ces 48 heures à rejouer la scène dans ma tête, non pas avec tristesse, mais avec une curiosité presque clinique, disséquant chaque sourire narquois, chaque regard complice. Je comprenais que ce n'était pas une erreur de sa part, mais une déclaration. Une déclaration de ma place dans cette famille, celle d'un accessoire utile, mais jamais d'un membre à part entière. C'est à ce moment précis qu'elle est entrée dans ma chambre, sans frapper, comme d'habitude. Un nuage de son parfum bon marché a envahi mon espace, et elle s'est assise sur le bord de mon lit avec un sourire mielleux, un de ceux qu'elle réservait aux grandes manipulations. « Chloé, ma chérie », a-t-elle commencé, sa voix dégoulinante d'une fausse douceur qui me donnait la nausée. « J'ai vu que tu avais touché ton salaire du bar. C'est bien, tu es une fille travailleuse. » Elle a marqué une pause, attendant que je la remercie pour ce compliment empoisonné. Puis la sentence est tombée. Hugo a besoin d'un nouveau téléphone. Le sien est tellement vieux, le pauvre. Tu pourrais bien faire ça pour ton frère, n'est-ce pas? Le monde s'est arrêté. Le bruit de la rue a disparu. Je n'entendais plus que le battement sourd de mon propre sang dans mes oreilles. Elle ne s'excusait pas. Elle ne regrettait rien. Elle venait simplement réclamer son dû, comme si mon humiliation était le prix à payer pour avoir le droit de financer les caprices de son fils. J'ai levé les yeux de mon ordinateur et je l'ai regardé. Vraiment regardé. Je n'ai pas vu ma mère. J'ai vu une étrangère dont le visage était déformé par une cupidité et une cruauté insondables. Pour la première fois de ma vie, l'envie de lui plaire, la petite fille en moi qui cherchait désespérément son approbation, s'est tue. Définitivement. Une seule pensée, claire et tranchante comme du verre brisé, a traversé mon esprit. Elle ne me voit pas comme sa fille. Elle me voit comme un portefeuille, une ressource, une solution à ses problèmes. Mon diplôme n'était pas une fierté, c'était la promesse de revenus futurs à exploiter. Mon travail n'était pas un effort, c'était une source de financement pour son fils adoré. Tout ce que j'étais, tout ce que je faisais, était réduit à une simple valeur monétaire à son service. Et face à cette prise de conscience, la douleur a laissé place à un calme terrifiant. Un calme qui précède les plus grandes tempêtes. J'ai répondu d'une voix que je ne me connaissais pas, plate et sans émotion. Non. Un simple mot. Un mot que je n'avais jamais osé prononcer face à elle. Son sourire mielleux s'est instantanément évaporé, remplacé par un masque de stupéfaction, puis de colère. Comment ça, non? Mais pour qui tu te prends? Après tout ce qu'on a fait pour toi, te nourrir, te loger, c'est d'un égoïsme. Son monologue habituel a commencé. La litanie de tous les sacrifices imaginaires qu'elle avait faits pour moi. Mais cette fois, ces mots glissaient sur moi sans m'atteindre. Ils étaient vides, transparents. Je pouvais voir la mécanique de la manipulation à nu, le chantage affectif qu'elle avait utilisé pour me contrôler toute ma vie. Je n'ai rien ajouté. Je l'ai juste regardé s'agiter, se débattre dans son propre venin, et j'ai senti la dernière chaîne qui me liait à elle se briser dans un silence assourdissant. Elle était mon ennemie. C'était aussi simple et terrible que ça. Elle est sortie en claquant la porte, me laissant dans un silence vibrant de possibilités. La rage n'était plus là, la tristesse non plus. Il ne restait qu'une certitude froide et inébranlable. On ne gagne pas contre un manipulateur en jouant selon ses règles. Il faut changer le jeu, il faut détruire le plateau. Mon regard s'est posé sur le téléphone. La conversation avec ma tante Isabelle m'est revenue en mémoire, cette petite phrase anodine sur le passé de ma mère. Le traitement de faveur pour Hugo. L'absence de ressemblance avec mon père. Les pièces du puzzle que mon esprit refusait d'assembler
se sont emboîtés avec une clarté brutale. Ce n'était plus une simple injustice familiale. C'était un mensonge fondamental. J'ai attrapé mon téléphone, mes doigts ne tremblaient un pas. J'ai cherché le numéro de ma tante. J'allais avoir besoin d'elle. J'allais avoir besoin d'une mèche de cheveux de mon frère, et elle était la seule à pouvoir me l'obtenir sans éveiller les soupçons. Le plan venait de naître. Le téléphone semblait peser une tonne dans ma main. J'ai composé le numéro de ma tante Isabelle. Mon cœur battant à un rythme lent et régulier, non pas de peur, mais de pure détermination. Quand elle a décroché, sa voix chaleureuse et un peu surprise a failli me faire flancher. Un dernier écho de la fille que j'avais été. Mais j'ai maintenu ma voix neutre, presque détachée. Je lui ai parlé de mon nouveau projet pour un cours d'art plastique, une idée un peu folle sur les liens familiaux et la génétique. Un arbre généalogique artistique. J'avais besoin, pour la texture, d'une mèche de cheveux de chaque membre de la famille. C'était un mensonge si absurde et si spécifique qu'il en devenait crédible. Elle a hésité une seconde, perplexe, mais a fini par rire, promettant de m'aider lors de sa prochaine visite. « Tu es vraiment une artiste dans l'âme, ma Chloé », a-t-elle dit. Je n'ai pas corrigé. J'étais bien une artiste, mais l'œuvre que je préparais n'était pas une sculpture, c'était une démolition. Les jours qui ont suivi ont été d'une étrangeté absolue. Je vivais sous le même toit que mes bourreaux, mais je n'étais plus vraiment là. Je me suis murée dans un silence poli, un fantôme à leur table. Je mangeais ce qu'on me servait sans en sentir le goût. Je répondais aux questions par des monosyllabes, mes yeux fixés sur un point invisible derrière eux. Ils ont d'abord semblé agacés par mon attitude, puis, voyant que je ne réclamais rien, ils se sont détendus, me laissant dans mon coin. Ils ont interprété ma distance comme de la tristesse, une défaite. Ils ne pouvaient pas imaginer que c'était le calme d'un prédateur qui observe sa proie. Dans le secret de ma chambre, je passais mes nuits à chercher des laboratoires d'analyse en ligne, comparant les prix, les délais, les procédures. Chaque clic de souris était un pas de plus vers la vérité, un clou de plus dans le cercueil de leur monde mensonger. J'étais seule, mais pour la première fois de ma vie, ma solitude était une force, un bouclier. Ma tante est passée le jeudi suivant, sous prétexte de déposer un plat cuisiné. Pendant que ma mère la monopolisait dans la cuisine, se plaignant de mon ingratitude, Isabelle est venue me voir dans ma chambre. Elle m'a tendu un petit sachet en plastique, discrètement, avec un clin d'œil complice. À l'intérieur, quelques cheveux bruns, ceux d'Hugo. Elle m'a murmuré « J'espère que tu auras une bonne note pour ton projet bizarre. » Son regard était curieux. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais elle n'a pas insisté. Elle m'avait toujours protégée à sa manière. Et aujourd'hui encore, sans le savoir, elle m'offrait l'arme dont j'avais besoin. J'ai refermé ma main sur le sachet, le plastique crissant doucement. Cet objet si anodin contenait une puissance dévastatrice. Ce n'était pas juste des cheveux, c'était la clé de ma cage, la mèche d'une bombe à retardement que j'allais moi-même amorcer. En la remerciant, ma voix était parfaitement stable, mais mon âme entière tremblait d'une anticipation glaciale. Le lendemain matin, avant de partir au travail, je me suis arrêtée à la poste. J'ai glissé le sachet, ainsi qu'une enveloppe contenant quelques-uns de mes propres cheveux pour la comparaison et un coton-tige discrètement récupéré sur une brosse de mon père, dans une enveloppe sécurisée. J'ai payé les 380 € du test avec l'argent de mon dernier salaire, celui que ma mère convoitait pour le téléphone d'Hugo. L'ironie était amère et délicieuse. Mon travail, ma sueur, l'argent qu'ils considéraient comme leur dû, allait financer leur destruction. En tendant le paquet à l'employé, j'ai ressenti un vertige. C'était le point de non-retour. La vérité était maintenant en route, scellée, et elle reviendrait sous la forme d'un rapport officiel, froid et implacable. En sortant, le soleil de Marseille me semblait plus éclatant, l'air plus léger. Le poids que je portais depuis des années commençait enfin à se déplacer de mes épaules vers les leurs. Je n'avais aucun regret. La paix a un prix, et j'étais prête à le payer. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email du laboratoire. L'objet disait simplement « Vos résultats sont disponibles ». Mon cœur a manqué un battement.
Je n'ai pas cliqué sur le lien. Pas encore. La connaissance était une arme, et une arme ne doit être dégainée qu'au moment opportun. Ce soir-là, au dîner, j'ai brisé mon silence. J'ai levé les yeux de mon assiette et j'ai souri. Un vrai sourire qui n'a atteint que mes lèvres. J'aimerais qu'on fasse un dîner spécial dimanche soir, tous les 4, ai-je annoncé d'une voix claire et enjouée, pour fêter mon diplôme correctement et discuter de mon avenir. Ma mère a été surprise, puis visiblement ravie de me voir enfin revenir à la raison. Mon père a hoché la tête, soulagé. Hugo a grogné que ça lui était égal. Ils ont tous accepté, sans se douter une seule seconde qu'ils venaient de confirmer leur présence à l'exécution publique de leur famille. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à attendre que les invités s'assoient à table. Le dimanche soir est arrivé, chargé d'une électricité que j'étais la seule à sentir. J'avais préparé un simple rôti, remplissant notre petit appartement d'une odeur de normalité, de famille. À table, ma mère était radieuse, persuadée d'avoir gagné, de m'avoir ramenée dans le rang par sa cruauté. Elle me servait avec une attention exagérée, me posant des questions sur mes projets avec un intérêt factice. Mon père, Marc, semblait soulagé, heureux de retrouver une paix précaire, même si elle était construite sur mon silence. Hugo, lui, était rivé à son téléphone, levant à peine les yeux, déjà ennuyé par cette mascarade familiale. Je les observais tous, un par un, comme un scientifique étudiant ses sujets avant une expérience décisive. Je mangeais lentement, savourant non pas le repas, mais ses derniers instants d'ignorance. C'était le dernier repas de la famille que nous avions prétendu être pendant toutes ces années, et il n'en avait pas la moindre idée. La quiétude avant le cataclysme. Le moment parfait s'est présenté entre le plat principal et la promesse d'un dessert. Le silence s'était un peu installé, alourdi par la digestion. Je me suis levée, lentement, mon geste suffisant à capter leur attention. Le grattement de ma chaise sur le carrelage a résonné comme un coup de feu. Tous les regards se sont tournés vers moi. Hugo a soupiré d'agacement. Mon père m'a regardé avec une inquiétude lasse. Ma mère, elle, arborait un petit sourire en coin, s'attendant à des excuses ou à une déclaration de soumission. « Maman », ai-je commencé, ma voix étrangement calme et claire dans la pièce. « Pour ma remise de diplôme, tu m'as offert un cadeau très instructif, un livre pour m'apprendre à ne pas être un échec. Je l'ai beaucoup apprécié. Alors ce soir, à mon tour, j'aimerais vous offrir un cadeau à moi. La vérité. » J'ai sorti la grande enveloppe blanche du laboratoire de mon sac et je l'ai posée au centre de la table. Le bruit mat du papier sur le bois a fait sursauter tout le monde. Mon père a froncé les sourcils, complètement perdu. « Chloé, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» a-t-il demandé d'une voix faible. Hugo a levé les yeux au ciel, ricanant avec son arrogance habituelle. « Laisse tomber, elle fait encore son cinéma pour attirer l'attention. C'est pathétique. » Mais ma mère, elle, ne riait plus. Son sourire s'était figé, ses yeux fixés sur l'enveloppe comme si c'était un serpent. Elle a tenté de reprendre le contrôle, agitant la main avec un dédain forcé. Oh, ce n'est rien, encore une de ces lubies d'artiste. Sa main s'est élancée pour saisir l'enveloppe, pour la faire disparaître, pour étouffer ce qui s'y trouvait. Mais ma propre main a été plus rapide. Je l'ai plaquée fermement sur le papier, bloquant son geste. Nos regards se sont croisés par-dessus la table. Dans ses yeux, je n'ai vu aucune trace d'amour maternel, seulement une panique froide et animale. Elle avait compris que le jeu était terminé, et que j'en avais écrit les nouvelles règles. J'ai ignoré sa tentative de me foudroyer du regard, et j'ai tourné mon attention exclusivement vers mon père. C'était pour lui que je faisais ça, pour l'homme faible, mais bon qui avait été trompé toute sa vie. Ma voix n'a pas tremblé. Elle était neutre, clinique, comme celle d'un médecin annonçant un diagnostic fatal. C'est un test de paternité. Pour Hugo. Le silence qui a suivi était total, absolu. Le temps semblait s'être figé. Je pouvais voir l'incompréhension totale sur le visage de mon père, la couleur quitter le visage de ma mère. Et pour la première fois,
une lueur de doute dans les yeux d'Hugo. Sans quitter mon père des yeux, j'ai déchiré l'enveloppe. Le son a été une agression, une déchirure dans le tissu de nos vies. J'ai sorti le document officiel, je l'ai déplié et j'ai prononcé les mots qui allaient tout détruire pour tout reconstruire. Papa, Hugo n'est pas ton fils. La réaction n'a pas été celle que j'avais imaginée. Il n'y a pas eu de cri immédiat. Mon père est resté immobile une seconde, le visage vide. Puis sa main a jailli et il m'a arraché le papier. Ses doigts tremblaient si fort qu'il peinait à tenir la feuille. Ses yeux parcouraient les lignes, encore et encore, comme s'il espérait que les mots se transforment par magie. Hugo était blême, la bouche entr'ouverte, incapable de formuler la moindre insulte. Mais la confirmation est venue de ma mère. Elle ne m'a pas regardée avec tristesse ou regret. Son visage était tordu par une haine pure, viscérale. Et au lieu de nier, au lieu de se défendre, sa première réaction, sifflée entre ses dents, a été l'aveu le plus complet. « Où est-ce que tu as trouvé ça ?» La question n'était pas un démenti, c'était une accusation. Mon père a lentement relevé la tête du rapport, son visage décomposé par une douleur et une trahison si profonde qu'elles semblèrent l'avoir vieilli de 20 ans en un instant. Il a regardé ma mère, sa femme, et dans son regard, il n'y avait plus rien. Le premier son fut celui de la chaise de mon père raclant le sol. Il ne cria pas, il ne pleura pas. Il se leva simplement, le visage d'une pâleur de cire, comme si tout le sang de son corps l'avait quitté d'un coup. Il a regardé ma mère, non pas avec de la haine, mais avec le vide absolu d'un homme qui contemple une étrangère. Une illusion qui vient de se briser en 1000 morceaux. Puis, sans un mot, il a tourné les talons et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Ma mère a balbutié son nom, Marc, une supplique pathétique qui s'est perdue dans le silence. Hugo, pour la première fois, semblait terrifié, comprenant que le protecteur de son monde venait de disparaître. Le bruit de la clé tournant dans la serrure, puis le claquement sec de la porte, a résonné dans l'appartement comme un verdict. Ce n'était pas une dispute, c'était une fin. Ils étaient désormais seuls, piégés dans les décombres du mensonge qu'elle avait bâti. Et moi, j'étais enfin libre. La chute fut aussi rapide que brutale. En moins d'une semaine, la réalité les a frappés de plein fouet. La carte de crédit de ma mère a été refusée au supermarché. Un appel glacial de la banque leur a appris que le compte joint avait été vidé et clôturé par mon père. Les appels incessants à son numéro ne tombaient que sur sa messagerie vocale. Il avait disparu de leur vie aussi sûrement qu'un fantôme, ne laissant derrière lui que les factures qui commençaient à s'accumuler. La coupure d'Internet fut la première conséquence tangible de mon départ, le symbole de leur confort qui s'évanouissait. Hugo, privé de son arène de jeu en ligne, errait dans l'appartement comme un lion en cage. Ma mère, elle, passait ses journées à pleurer, non pas de remords, mais de rage impuissante. Il commençait à comprendre que le monde qu'il tenait pour acquis n'était qu'un château de cartes, et que mon père et moi en étions les deux piliers porteurs. La nouvelle, comme je m'y attendais, s'est répandue comme une traînée de poudre. Ma tante Isabelle, à qui j'avais tout raconté, n'a eu aucune pitié pour sa sœur. Elle a vu la vérité non pas comme une tragédie, mais comme la juste conclusion d'années de manipulation. La famille, qui avait si souvent fermé les yeux sur les injustices, a choisi son camp. Le téléphone a cessé de sonner pour des invitations au repas du dimanche. Les voisins changèrent de trottoir pour éviter de croiser ma mère. Son trône de reine du quartier, construit sur le jugement et les apparences, s'est effondré. Elle, qui avait fait de l'humiliation publique son arme favorite, était maintenant la paria, celle dont on parlait à voix basse dans les cages d'escalier. Sa punition n'était pas la solitude, mais le miroir que la société lui renvoyait, celui d'une femme malhonnête et cruelle, dépouillée de son autorité morale et de sa fierté. Quant à Hugo, sa chute fut la plus spectaculaire. Sans l'argent de mon père et sans mes sacrifices secrets pour éponger ses dettes, ses créanciers n'ont pas tardé à refaire surface. Les menaces, autrefois étouffées par mon intervention, sont devenues réelles et pressantes. Il a dû abandonner ses rêves de grandeur,
et accepter un travail de livreur, lui qui méprisait tant le monde du travail. J'imagine sa frustration, sa fierté piétinée à chaque commande livrée, à chaque euro péniblement gagné. Son ressentiment envers moi devait être immense, mais il était désormais impuissant. Il était le produit d'un mensonge, le prince d'un royaume qui n'avait jamais existé. Il devait maintenant payer non seulement pour ses propres erreurs, mais aussi pour le péché originel de sa mère. La justice poétique était là, dans ce scooter de livraison qui avait remplacé celui que mon père lui avait offert, symbole d'une vie facile qui n'était plus. Pendant que leur univers s'écroulait, je préparais ma sortie en silence. Je n'ai pas savouré leur défaite, car mon but n'avait jamais été la vengeance, mais la libération. J'ai fait mes cartons, ne prenant que l'essentiel, mes vêtements, mes livres, et ce diplôme qui avait tout déclenché. J'ai laissé le livre infâme sur la table de la salle à manger, une dernière épitaphe silencieuse sur les ruines de notre famille. Mon père m'a appelé 2 jours après son départ. Sa voix était celle d'un homme brisé, mais déjà en reconstruction. Il ne m'a pas posé de questions sur ce que j'avais fait, il a juste demandé où j'allais. Je lui ai parlé de Lyon, d'un nouveau départ, loin de tout ça. Il a compris. Avant de raccrocher, il m'a fait une promesse, celle de nous reconstruire, tous les deux, mais séparément d'abord. Ce n'était pas encore le pardon, mais c'était un début, une petite lumière au bout du tunnel. Aujourd'hui, je vis à Lyon. Mon studio est petit, mais la lumière qui entre par la grande fenêtre chaque matin me donne l'impression d'habiter un palais. Je n'ai emporté que l'essentiel, laissant derrière moi les fantômes de Marseille. Le silence ici est différent. Ce n'est plus le silence lourd et menaçant de notre table familiale, mais un silence paisible, rempli par le bruit de mes propres pensées et le ronronnement de la ville au loin. Je travaille dans une petite entreprise où mes compétences sont reconnues, où l'on me dit « merci » pour un travail bien fait. Ces petits riens sont en réalité des trésors. Chaque soir, en rentrant chez moi, je ne ressens plus cette boule d'angoisse à l'idée de franchir la porte. Je ressens une chose que j'avais presque oubliée, la sérénité. Je respire enfin. Je ne suis plus la pièce d'un puzzle qui ne m'a jamais acceptée. Je suis mon propre tableau et je choisis moi-même les couleurs. Je ne pense plus à eux avec haine. La colère a laissé place à une forme de clarté froide et distante. J'ai compris que la véritable violence n'était pas dans l'explosion que j'ai provoquée, mais dans les années de silence que j'ai subies. J'ai appris que l'amour ne devait jamais être une dette, un fardeau ou un outil de contrôle. Le véritable échec n'aurait pas été de décevoir leurs attentes, mais de continuer à me trahir moi-même pour obtenir des miettes d'une affection qui n'a jamais existé. En posant cette enveloppe sur la table, je n'ai pas seulement révélé un secret. J'ai mis fin à une mascarade. J'ai brisé le miroir déformant dans lequel il m'obligeait à me regarder. Ce n'était pas un acte de vengeance, mais un acte de survie. Parfois, pour se reconstruire, il faut accepter de tout démolir. Et je ne m'excuserai jamais d'avoir choisi de me sauver la vie. Mon père m'appelle chaque dimanche. Nos conversations sont courtes, parfois maladroites, chargées de tout ce qui n'est pas dit. Il a loué un petit appartement de son côté. Il a repris la pêche, une passion qu'il avait abandonnée depuis des années. Il ne me demande jamais de détails sur ma mère ou sur Hugo, et je ne lui en donne pas. Nous parlons du temps, de mon travail, de ses poissons. C'est fragile, mais c'est honnête. Pour la première fois, notre relation se construit sur une vérité, même si cette vérité est douloureuse. Il m'a envoyé une petite somme d'argent pour m'aider à m'installer, avec un simple mot, pour ton nouveau départ. Je suis fière de toi. Ces quelques mots, que j'ai attendus toute ma vie, valaient plus que toutes les excuses du monde. Nous sommes 2 survivants qui apprennent à se reconnaître, et peut-être, un jour, à se pardonner. J'ai appris la leçon la plus difficile de toutes. La famille n'est pas une obligation, c'est un choix réciproque. Le sang ne donne pas le droit de blesser, d'humilier ou d'exploiter. La loyauté aveugle n'est pas une vertu, c'est une prison. J'ai passé des années à essayer de gagner ma place dans un cercle qui était déterminé à me laisser à l'extérieur, pensant que si je me sacrifiais assez, ils finiraient par m'aimer. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à nous voir. On ne peut que choisir de s'éloigner de ceux qui refusent d'ouvrir les yeux.
Ma dignité n'était pas négociable, et j'ai dû tracer une ligne infranchissable pour la protéger. Cette ligne m'a coûté une mère et un frère, mais elle m'a rendu la seule personne avec qui je suis obligée de vivre jusqu'à la fin, moi-même. Sur mon bureau, à côté de mon ordinateur, mon diplôme est encadré. Il n'est plus un symbole d'humiliation, mais le rappel de ma force, le point de départ de ma libération. Je ne suis plus la jeune fille qui attendait une approbation qui ne viendrait jamais. Je suis une femme qui a appris à se la donner elle-même. Le livre que ma mère m'a offert est resté à Marseille, sur la table de la salle à manger, comme la pierre tombale d'une vie que j'ai choisi de quitter. Mon histoire s'arrête ici, sur ce nouveau commencement, bâti sur les ruines d'un mensonge. J'ai perdu une famille, mais j'ai gagné le droit d'être heureuse, en paix et entière. Et vous, que feriez-vous à ma place ?